Salut à tous et bienvenue sur VLPL Lorcan FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu en titre, en miniature, on va parler de la méta du chapitre 8. Alors oui, ça vient juste de sortir, mais il y a déjà eu pas mal de tournois avec pas mal de joueurs, donc on peut se faire un petit aperçu de ce que c'est. Pas énormément de chamboulements, de changements. Donc on va passer en revue un peu les différents résultats des tops des tournois récemment. Et je vais vous pointer surtout les cartes du chapitre 8 qui permettent peut-être à certains decks d'être un petit peu plus présents ou d'asseoir leur supériorité, on va le voir, comme avec le tier 1 actuel, en tout cas suivant les stats. Avant de commencer cette vidéo, alors il y a un petit carré à côté de moi, c'est pour vous cacher les pubs, parce qu'il y en a beaucoup sur ink.deck, donc voilà, j'essaye de vous préserver de ça. Avant du coup de commencer ce petit débrief méta, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo, éventuellement ça fait plaisir, et à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Je suis assez factuel, hein, je vais me baser sur des stats, donc pour le coup, dites-moi plutôt si vous avez le sentiment que la méta a changé ou pas, si elle vous plaît ou pas, et si vous attendez avec impatience l'extension et la rotation de septembre ou pas en commentaire, voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup à la belle carte, code VALEPL 2025, ça vous donne 5% de réduction lorsque vous l'utilisez, et ça fait plaisir, il y a du petit Jafar encore qui traîne, n'hésitez pas, les stocks se font rares, donc foncez avec ce petit code, ou sur le code, hein, si vous l'avez déjà utilisé, régalez-vous. Merci également à GameGenic, les boss. Hop, j'ai dit que je montrais plus la deckbox noire, je montre la bleue maintenant. Voilà, ça régale totalement. Formidable outillage que propose GameGenic pour protéger votre collection et vos cartes de jeu et vos decks, etc. Et tout en fait, tout ce qui est cartes en fait, c'est protégé et même plus que des cartes. Donc n'hésitez pas à contacter votre revendeur favori de GameGenic pour en profiter. On est parti, on commence avec directement le petit point méta, donc j'utilise ink.deck qui est une formidable ressource et qui nous propose ici, alors le metagame entière, mais c'est par rapport aux résultats. Donc les résultats sont parlants, mais ils peuvent être un peu biaisés, notamment si par exemple un deck dans certains tournois va mieux performer puisque c'est un deck où il faut un niveau peut-être un peu plus expert pour le battre. Quand même, c'est pas un deck qui est excellent dans les mains de très grands joueurs. Si dans des mains moins expertes contre des gens moins experts, il fait des performances, ça va lui faire donner de meilleurs résultats que prévu, puisque là, ça prend tous les tournois en compte, même les petits tournois, tout. Donc, c'est pas le metagame parfaitement. Mais ça nous donne quand même une grosse base avec de bonnes stats pour en faire. Donc là, il y a écrit sur les 3 derniers mois, ça fait pas 3 mois que Jafar est sorti, hein, donc ça prend, si je mets sur les 2 dernières semaines, c'est exactement pareil. On a Steelsong. Steelsong, Ruby Saphir et Emerald Steel qui sont les tiers 1, classés comme ceci en fonction du pourcentage de metagame et aussi du nombre de top 8. Bon, vous avez le prix à droite, mais c'est les prix américains, vous fiez pas à ça. On a 22 top 8 pour Steelsong, 18 top 8 pour Ruby Saphir et 15 top 8 pour Emerald Steel, avec le nombre de decks présents en tournoi, mais je vous dis c'est un peu biaisé parce que typiquement il y a des tournois où on n'a pas toutes les decklists, du coup le nombre de decks, il est un peu biaisé. Si par exemple que les joueurs de Steelsong ont donné leur decklist, ou ont été publiés en tout cas, alors qu'il y avait peut-être encore plus de Ruby Saphir dans le tournoi, ça on ne le sait pas. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Cela dit, on le sait hein, que ces decks-là étaient les tiers 1 et ça ne bouge pas trop. Emerald Steel qui, après le ban du coup récent, les bans récents revenaient de plus en plus et sans surprise se place en bon tiers 1 juste derrière ces deux decks là. Lui pour le coup il a un peu une nouvelle mouture, vous allez voir en tout cas des Emerald Steel que je voyais avant le chapitre 8, je voyais pas exactement ce genre de decklist, je vous en parlerai plus tard. Là maintenant j'en vois à tous les tournois où ça performe, c'est une decklist qui est très proche toujours les unes des autres. Donc pour le coup, même s'il existait déjà le deck, il a un peu une nouvelle mouture. En tier 2 ensuite on a Amber Steel Agro qui pour moi est peut-être même meilleur qu'Amber Steel Song. Très honnêtement, peut-être moins joué, mais ça fait de très bonnes performances, notamment sur des gros tournois. C'est un deck très solide. C'est difficile d'attaquer un deck aggro qui a de bonnes gestions comme ça, très honnêtement. Je dis pas que c'est le tier 0, hein, mais selon moi, c'est pas du tout tier 2, c'est bien meilleur que ça. En tier 2, on a aussi le Blurple, ce bon Blurple qui est là depuis les temps jadis et qui maintenant arrive à se profiler. Et très honnêtement, il est pas loin. Je dirais même que Blurple actuellement, notamment grâce à une nouvelle carte du chapitre 8, c'est tier 1.5. Tier 1.5, les défenseurs de Blurple diront non mais c'est tier 1, c'est écrasant. Bon,
J'irai pas jusque-là, mais tier 1.5, je vous le donne assez aisément. Je sais pas tous les bons et mauvais match-up que ça a actuellement. Il y a tellement de decks représentés en tournoi que c'est dur à dire et j'ai très peu joué le deck. Mais voilà, je sais que ça fait son petit bonhomme de chemin, ça fait plaisir. Violet-gris, ça sera là depuis le début du jeu jusqu'à la fin du jeu, je pense. Quoique avec la rotation, ça perd pas mal, mais bon, ça bouge pas trop. Et vert-gris, vert-violet discard, toujours en tier 2. Honnêtement, ça commence à faire de plus en plus de performances, notamment avec le dernier week-end au Ludofest, pardon, j'avais oublié le nom. Je vais vous débriefer ça aussi plus tard. Vous allez voir que Discard, il est bien présent avec de nouvelles cartes, une nouvelle version, entre guillemets, assez sexy. Pour le reste, après, c'est du classique. Bon, pour le coup, Boons et Discard, il y a énormément de cartes en commun. Je pense qu'il y a 40 ou 45 cartes en commun dans les decklists, donc ils l'ont dissocié, parce qu'effectivement, il y a deux orientations, mais en soi, on pourrait les mettre ensemble. D'ailleurs, ça lui ferait gagner pas mal de pourcentage, et ça le ferait passer plus haut. Mais je comprends que ce soit séparé pour cet archétype-là. Violet-rouge, pareil, hein, ça a toujours été là, ce sera certainement toujours là, moins présent. Et ensuite, on est sur les tiers 3. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, parce qu'il y en a énormément. Ensuite, il y a les tiers 4 et tout. Mais il y a le Chernadog qui peine à faire des résultats actuellement, pas assez probants. J'y croyais beaucoup en ce Chernadog, je pensais que ça allait faire de grandes choses. Vu que le deck perd très peu, voire pas de cartes à la rotation, m'est avis que ce sera un futur tier 2, voire tier 1 du format post-rotation, donc une fois que Fabule est sorti. Actuellement, il a du mal à se faire une place, à jouer des coups dans le metagame actuel, quoi. Dwarfmine qui est présent en tier 3. Honnêtement, pareil, il y a beaucoup de cartes en commun avec d'autres Amber Steel cités plus haut, donc je pense que simplement ceux qui ont labellisé leur deck Dwarfmine n'ont pas fait de grosses performances, il n'a pas été très représenté, mais franchement, le deck marche bien. Et on voit Boons là qui est clairement une optique très proche aussi de Blurple, donc qui pourrait se rajouter aux versions item. Il y a aussi des versions qui sont ni item ni Boons, enfin un peu entre les deux, qui performent à droite à gauche, donc au final le pourcentage est plus élevé que ça. Ça nous permet de faire un petit tour d'horizon. Première conclusion, hop là, SFR, merci. Première conclusion, c'est que le metagame, il est varié. Il est varié, il y a énormément de decks, vous allez le voir dans les tops. C'était le cas avant le règne de Jafar, ça continue d'être le cas, donc c'est une bonne chose, même si il n'y a pas eu vraiment de variation avec le règne de Jafar, il y a toujours beaucoup de decks et qui n'ont pas trop bougé de tiers. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Avant les bans, il n'y avait plus vraiment de variation. Il y avait tout le monde qui jouait plein de decks, mais il y avait deux decks qui étaient bien et les autres qui étaient vraiment moins bien. Donc ça régale que tous les decks soient un peu plus à l'équilibre. Ce qui fait moins plaisir, c'est que ce soit un peu toujours les mêmes decks. Voilà, Ruby Saphir, il est toujours là. Amber Steel, il est toujours là. Il est plus là que jamais d'ailleurs, si on lui rajoute ses versions Agro et Dwarfmine. Il est vraiment très très présent. Là pour le coup, dans les versions Ruby Saphir, les versions décapées ou pas décapées, tout est un peu dans le même panier. Donc, bon, il y a Shark Control qui est là, mais qui est en tier 4. Bon, voilà, même vous lui rajoutez un petit pourcent au pire. Ça veut dire quand même que par rapport à avant, Bleu-Rouge a reculé. Puisqu'avant, il y avait plusieurs versions différentes qui étaient toutes pas mal représentées. Là, maintenant, on se concentre sur des versions un peu plus stack et qui sont toujours très représentées. Ça reste tier 1 et ça fait toujours des performances, hein, mais le nombre de variations du deck ayant diminué, il garde sa place, mais avec moins d'autres copies, d'autres decks plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, si on regroupait tous les Ruby Saphir, ça changerait pas grand-chose. Alors que si on regroupe tous les Blurple, là ça monte et ça fait tier 1.5, voire tier 1. Bref, débriefons quelques tournois. J'ai pris uniquement les tournois 2 ou 3 étoiles avec beaucoup de joueurs, parce qu'il y a plus de data, plus de pertinence et souvent plus de bons joueurs qui permettent de se donner une meilleure idée. Donc ce Lorcana 5K avec 113 joueurs qui est lu sur le sol américain. On a un top 8 avec Amber Steel qui remporte la mise, une version aggro, une version bleu, pas du tout, violet-vert, discard en deuxième. Donc vous voyez, là c'était assez bas dans les tiers, mais finalement là ça se fait une deuxième place et pas que, on va le voir plus tard, pas que. Un Blurple avec une petite Kida, ensuite un bleu-rouge. Si on prend une photo là de ce top 4, on a une bonne idée de ce qu'est la méta, voire même je dirais de ce top 5, parce qu'il y a un petit Emerald Steel aussi qui joue la bagarre avec ces decks là, qui se place du coup. Alors il est top 8, je ne sais pas à quelle position il est, mais logiquement il respecte quand il y a autant de joueurs l'ordre de classement, donc il aurait fini très probablement 5ème place. En tout cas il est top 8. Voilà. Le violet gris qui est toujours là, un autre Amber Steel et un autre Blurple pour ce top 8. Je vous le dis vraiment, avec ça on a globalement
Genre, je pourrais ne vous parler d'aucun autre tournoi quasiment, hormis pour les decklists qui sont différentes. On a un snapshot là, du metagame assez représentatif. Encore une fois, je vous fais cette vidéo au moment où je la tourne. Le Reign de Jafar est sorti officiellement depuis moins de 2 semaines et en grande distribution, etc. depuis moins d'une semaine. On a le temps d'avoir des surprises, d'avoir des gens qui vont peut-être tester des violets gris auto-discard, illusion, qui vont peut-être faire des dingueries. Je ne crois pas trop à cette théorie, mais on ne sait jamais si ça peut s'adapter. Quand on a besoin de préparer un gros tournoi rapidement, il y a les joueurs qui vont tester des brous qui du coup seront pas aboutis, qui vont se casser un peu les dents. Et il y a les autres qui vont prendre des decks classicaux avec juste une ou deux nouvelles cartes, puisqu'ils ont eu le temps de tester ça, et ça marche très bien. Donc c'est normal de voir ça en début. Quand au début d'extension, on voit énormément de nouveaux decks qui cassent le méta, ou alors un nouveau deck qui casse tout, bon bah c'est que c'est problématique. C'est pas que les gens ont une idée de génie, ils ont inventé, c'est que, enfin au-delà de l'idée de génie, ils ont un peu break le méta et c'est pas très bon. Bref. Ensuite, je vous présente du coup les petites decklists de ce top-là. On a Amber Steel qui a gagné ce tournoi-là, qui fait de la place pour Rhino. Rhino qui avait qui était prédit comme étant testé. On ne l'a pas mis dans le top parce qu'honnêtement, on en parlait avec Val, on trouvait que c'était moins intéressant que la Queen dans pas mal de cas et que c'était mieux que quand tu voulais mieux prendre le board, donc j'ai des versions plutôt aggro. Et c'est exactement le cas dans cette version-là. Rhino du coup en drop 1 qui permet de shift sur le gros Rhino en drop 4 hein, qui est 4-3 pour 4 en crabe qui leur pour 2 qui shift 2 et quand ce personnage n'a pas de enfin tant que ce personnage pardon n'a pas de dommage sur lui il résiste 2 donc il est vraiment très très costaud le Rhino pour aller le blesser faut y aller et c'est simplement tour 2 on a un Rhino qui peut chanter Les Awesome Region ou Strength of Raging Fire et qui est énorme quoi tour 2 4-3 résiste 2 donc virtuellement 4-5 mais encore mieux qui va vous prendre du lore, mais à foison, à foison. Les bleus-rouges, pour se débarrasser de ça, c'est un enfer. C'est un enfer pour se débarrasser de ce Rhino. Quand il est curvé tour 2. Plus tard dans la game, c'est pas trop un enfer. Nouvelle carte également, Lady. Lady, en 4 exemplaires, on a un 2-2 pour 3, pardon, qui est en crabe qui leur pour 2. Et quand on joue ce personnage, on peut jouer un personnage qui coûte 2 ou moins gratuitement. Et des personnages qui coûtent 2 ou moins gratuitement, on en a plein qui sont excellents à jouer. On a Piglet, on a Penny, on a Doc, on a Daisy Duck. On a Smee, évidemment, on peut jouer Cinderella et Rhino, mais c'est un petit peu moins sexy, même si c'est toujours bien de jouer des personnages gratuitement. Et ça nous permet de faire des trucs très cool, de donner Resist plus 1 par exemple avec cette Penny, on développe pour seulement 3, 4 de l'or sur le board avec Resist plus 1, et l'adversaire qui va avoir beaucoup de mal à gérer les deux, voire même en gérer une des deux. Piglet aussi avec Lady, ce qui fait qu'au tour prochain, on a besoin de jouer n'importe quel personnage, le deck en joue 52, pour bénéficier de ce Piglet qui va l'aurer pour 3. C'est vraiment très très bon. Curvé, après cette Lady qui a joué Piglet, on joue plus tôt. Et on a une version agressive, pas piquer des hannetons. Même qui pique les hannetons finalement. Parce que c'est vraiment très très puissant ce que ça développe. Et moi, ça me donne envie de jouer aggro quand je vois ça. Parce qu'on a un petit peu de draw avec Doc. On a de la draw avec Rapunzel. On a des bodies de mid-game quand même avec Rhino plutôt Rapunzel. On a Pete qui est toujours peut-être la meilleure carte grise du jeu. Vraiment extrêmement fort. C'est délirant. On a des anti-bêtes dont un qui fait piocher. Enfin, c'est super. C'est une super decklist. Je suis conquis par ce deck-là. Et en plus, regardez-moi la beauté de toutes ces cartes en 4 exemplaires. Pas de chichi, pas de concession. On joue tout en x4. Carré solide. Bref, en deuxième position, on a Bird. Bird, pourquoi? Parce qu'on joue énormément de Diablo. Il y a même des versions qui jouent encore plus de Diablo, avec le Diablo qui est pas très bon, qui trigger avec Maléfique. Bon, je pense que c'est moins bien que de jouer un Diablo à 2 qui est meilleur, plutôt que de jouer un Diablo à 1 qui est moins bon. Mais je comprends le délire de maximiser les ratios. Donc on joue les 12 Diablos, tour 1, tour 1, tour 2. On joue les 16 Diablos avec celui-là qu'on veut shift. Et la nouveauté, c'est Pull the Lever et Wrong Lever, qu'on parlait du coup avec Val, un petit peu derrière moi, comme étant un bon ajout. Je l'ai pas mal défendu, notamment pour le fait que pour shifter Diablo, on a besoin d'actions. Et les actions qu'on avait, on n'avait pas assez de bonnes actions pour faire un deck un peu stack. Maintenant, avec celle-ci, c'est vraiment mieux. Parce que du coup, on a Maison du Monde. On a Pull the Lever qui permet d'avoir soit de la draw, soit de la discard. Dans ce deck-là, c'est très très bon, notamment avec les Princes Jean. Et Wrong Lever qui, si on a un Pull the Lever dans la discard, qui permet d'être de la meilleure gestion verte et une des meilleures gestions du jeu en global. Pour 3 seulement, mettre un personnage sous le deck de son propriétaire, c'est quand même. C'est vraiment pas cher payé, surtout pour une carte ancrable. Et sinon, on renvoie le personnage dans la main. Et ça marche très bien aussi avec des cartes comme Elsa, Crab, Génie ou une Ursula qu'on aurait ou Kriki même, qu'on a envie de renvoyer dans notre main pour refaire leur effet.
Donc ça marche dans les deux sens, c'est vraiment une super carte. À côté, bon, le pack, il a pas beaucoup bougé, hein, c'est du classico. Peter Pan qui est pas dans toutes les decklists, qui permet aussi d'aller taquiner certains decks là où ça fait mal, ou là où ça fait du bien pour vous. Ça dépend, vous choisissez votre camp. Et Kriki qui ont l'air de faire l'unanimité en 2 exemplaires dans beaucoup de decklists, ce qui n'était pas le cas avant. En tout cas, je n'ai pas vu de... Enfin, là, je vois toutes les decklists avec des Kriki, alors qu'avant, je ne les voyais pas toutes. Donc je suppose que ça commence à faire l'unanimité. L'unanimité, pardon. J'ai l'impression qu'on a un petit trou aussi dans la curve, parce qu'on cherche à faire tour 1 Diablo, tour 2 Shift Diablo avec une Ursula ou un autre Diablo. Le tour 3, si on n'a pas Prince Jean et on en a que 2, ça fait pas rêver. Genre, on n'a pas spécialement envie de faire une Madame Mime sur ce qu'on a joué avant. On peut, hein, mais on n'a pas trop envie, on en a que 2. Les crabes non plus. Les Peter Pan, bon, ça marche, hein, mais c'est pas extraordinaire. Donc le mieux à faire, c'est Pull the Lever ou Wang Lever au tour 3. Mais suivant ce qu'a fait votre adversaire, alors piocher 2 c'est toujours bon, hein, mais juste une discard pour 3 ou juste un petit bounce, ça m'a l'air un peu mi-figue. J'ai pas joué cette version du deck, donc peut-être que c'est très bien. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est explosif au tour 1 et 2, et qu'à partir du tour 4, on récupère des cartes fortes comme Génie, Yago, Kriki, Elsa, tour 4-5, mais voilà, le tour 3 c'est un peu le tour charnière où c'est assez random ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas des ratios carrés comme le deck que je vous ai présenté juste avant. Peut-être que le deck on n'a pas besoin, remarque, hein, avec tout ce qu'on a, notamment Friends on the Other Side qui permet de piocher avec notre Diablo directement dès le tour 2, ça va nous trouver le tour 3 qu'on souhaite. Voilà, peut-être que le deck est suffisamment stable. Encore une fois, ce ne sont que mes réserves, je me trompe peut-être sur à quel point le deck est solide. Anakida pour ce Blurple qui se place en 3ème position de ce tournoi. Anna plus Kida, pardon. Bon, on a une version assez classico. Les nouveautés, Kida, c'est pas une nouveauté, mais tantôt c'est très joué, tantôt ça ne l'est pas. La nouveauté, c'est Anna. Anna que je n'ai pas vu dans d'autres decklists, honnêtement. Peut-être que c'est un cas classique, mais moi je ne l'ai pas vu. C'est une 3-6 qui se shift 4, mais dans ce deck on n'a pas d'autre Anna, donc on ne la shift pas. Donc c'est une 3-6 pour 6 ancrable qui dort pour 2, qui a le support. Et quand ce personnage est quête, si on a un personnage nommé Elsa en jeu, on peut piocher une carte. Et c'est possible puisqu'on a une Elsa qui se joue juste avant. C'est quand même très long. Honnêtement, je comprends pas trop la place de cette carte. Support avec un body à 3, ça permet quand même d'aller trade le board très facilement, et on trade le board avec ce deck là pour gérer. On n'a pas d'autre moyen de gérer qu'entrer dans le board, donc je suppose que c'est pour ça. À mon avis, c'est quand même pas excellent. Quand même pas excellent, mais je le mentionne parce que c'est quand même une carte du chapitre 8 qui est jouée dans ce petit Blurple, donc ça fait plaisir. Monstro qui n'est que dans 2 exemplaires, à mon avis, on préfère 4 Monstro et un peu moins de Hana, qui est là justement pour gérer. Je vous disais, c'est un peu notre biprep ou plus précisément notre Scar dans Blurple, et ça fait très bien son taf, hein, vous allez voir, toutes les versions de Blurple en jouent au moins 2, mais plutôt 3 ou 4. Un petit Ratigan qui s'est perdu, je pense que c'est un test pour battre notamment les Mirrors, puisque Monstro ne va pas chercher Ratigan en un coup. Et il faut 2 coups de Monstro, donc il faut ces 2 cartes, ou alors envoyer 2 cartes dedans. Et ce Ratigan, il gère quand même très bien toutes les créatures en face hors Monstro, parce que vous voyez, même les plus grosses bêtes se font gérer par le Ratigan. Donc à mon avis, c'est la petite carte pour le Mirror, et ça marche très bien. Ça marche très très bien en Mirror, ce Ratigan, c'est très costaud. C'est le reste, c'est du classique, hein. On appelle ça les versions objets parce qu'il y a Popsicle et Belle. Ça permet notamment de chanter dès le tour 2 Friends on the Other Side. Ou de trade, hein, pas forcément de chanter, hein, mais bon. On appelle ça les versions objets. Il y a aussi les Tamatoa. Ça joue pas trop autour de la synergie au bien, hein. On est sur du Blurple quand même assez classico. Et 4ème position de ce tournoi, du coup, Iset Popsicle avec de Lilo. De Lilo, puisqu'on a beaucoup d'actions, donc on peut jouer cette Lilo techniquement gratuitement, et au pire on va s'en servir pour détaper un Shark, pour détaper une Sissou, et du coup ne pas la mettre en danger, et pouvoir continuer de gagner du lore, pour faire double trade, plein de bonnes situations avec cette Lilo, et de toute façon elle est ancrable au pire des cas. On est sur une version classique, très décapétière. Dig a Little Deeper, petit ajout. Je suppose que c'est parce qu'on peut jouer une Lilo gratuitement, donc c'est plus facile de chanter ça et du coup de se refaire une main. Pas sûr. Voilà, pas sûr de la propale, mais je vois pourquoi. Je vois pourquoi on joue ça. Je vous ai fait le top card, je vous fais pas le top card de tous les tops de tournoi. Là, c'était pour que vous ayez un peu un aperçu de ce qui se fait
et des nouvelles cartes. Maintenant, on peut passer à un autre tournoi. 2 étoiles, 52 joueurs, le Reign of Jafar, Quad plus Case plus PPG Qualifier. Et là, c'est Amber Steel, encore une fois, qui s'impose, mais cette fois-ci avec un Green Steel en finale. On a encore un violet-vert, donc vous voyez, je vous disais, violet-vert, dans le classement, il est assez bas, mais il y en a qui font des perfs. Il y en a qui font des perfs, notamment 3e place ici, un autre Amber Steel et un autre Amber Steel dans ce top, un petit violet-rouge, un petit bleu-rouge, pardon, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Pour la decklist, du coup, qui gagne, c'est Amber Steel, un peu plus classico. Il y a quand même le Rhino en x1, en drop 1, en drop 4. On a les Miss Bianca qui commençaient à se faire de plus en plus populaires. Fin de chapitre 7, du coup là qui sont toujours en 2 exemplaires, ça marche assez bien pour la petite pub. Plus classico, il y a quand même un Gravure Sword, et la petite nouveauté aussi, c'est Beyond the Horizon, qui fait plaisir. On pensait avec Val que quand Whole New World partirait du format, on l'espère en tout cas, à la rotation, on verrait plus de Beyond the Horizon. Ben, on en voit déjà. On en voit déjà 2. Je trouve ça quand même très lourd dans la curve, avec les Whole New World. L'avantage, c'est qu'on peut se choisir soi-même, et ça se joue plus facilement. Pourquoi plus facilement? Puisque votre Ariel va très souvent se faire sniper et du coup aura du mal à chanter ce Whole New World, alors que là, c'est plus facile d'avoir 2 bêtes qui survivent. Notamment, vous avez Rhino que vous allez jouer autour d'eux, shift sur le premier, et derrière, vous avez un Lorenz, un Pat ou un Troubadour, mais notamment le Pat derrière le Rhino, donc le Rhino, il va pas se faire gérer normalement autour d'eux. Vous jouez Pat, l'adversaire pourra pas du tout gérer vos bêtes, même si vous inclinez votre Rhino. Et bien au tour 4, vous allez pouvoir chanter Beyond the Horizon avec du coup le Sing Together 4 plus 3. Et l'adversaire peut pas y faire grand chose. Et ça, c'est une curve qui est très sexy. Vous pouvez aussi le faire défausser sa main, piocher 3 s'il a beaucoup de cartes en main. Mais normalement, si vous le faites au tour 4, c'est le stade où vous n'avez pas spécialement envie de lui faire défausser sa main. Il a peut-être genre 4 cartes en main, donc c'est pas très intéressant. Et s'il a 3 cartes en main, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend. Il a l'air content de sa main, vous lui faites défausser. Il a l'air mi-figue, vous lui laissez sa main pourrie. Donc assez intéressant aussi ces versions-là. Très all-in dans le plan de jeu, on se refait la main. Donc finalement, si on se refait la main, on a envie de vider notre main. Donc de jouer plutôt low curve. Et là, c'est pas trop le cas. Donc je me demande comment ça se passe en game. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de situations où on a un peu de Beyond the Horizon, de Whole New World, et on est en mode bon bah ma vie pue la défaite. Apparemment, première place dans ce tournoi, donc ça ne lui a pas posé souci, mais quand même l'impression que c'est chaud. Par contre, l'avantage, c'est qu'on joue énormément de chansons. On en joue 16, donc un peu classique, 17, 18, 19, 20. Donc le pourcentage de chance que votre Ariel fail est vraiment très 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 bas. Ça peut quand même arriver, mais c'est très bas. Et une Ariel aussi, ça pareil, ça commence à faire consensus d'avoir une ou deux Ariel à 6 dans toutes les decklists de style son classique. Il n'y a pas de galère, ça me donne envie de rejouer cette version-là d'ailleurs. Ensuite, deuxième place de ce même tournoi, je vous présente les nouvelles versions de Green Steel Discard, ou Green Steel Toolbox comme il l'appelle aussi. Donc on a toujours la discard classique avec le Prince Jean, les Sudden Chill, parfois quelques Hypnotize, et on y greffe les muses, parce que les muses plus Prince Jean, ça nous permet de jouer Beyond the Horizon et de se gloutonner, quoi. On n'en joue que 2 dans cette version, un petit peu timide, des versions en jouent plus. Et en même temps, c'est une carte qui peut coller à la main et être vraiment naze. Pour le coup, c'est pas comme Whole New World où des fois on le joue à 5 et ça se passe quand même bien. Ça, si vous jouez ça à 7, c'est vraiment désastreux. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on en joue pas beaucoup plus. Le reste du pack, j'en parle pas, hein, les Diablos qu'on veut shift, enfin le Diablo qu'on veut shift, les Ursula à 3 aussi, un peu du classico. Morph, pas classico du tout. Pas classico du tout, puisque c'est de là d'où vient le nom un peu Toolbox. Quand on joue Morph, on va pouvoir shift dessus. Bon, avec Diablo, même si c'est pas le but, mais ça marche aussi. Pouvoir shift la Beast, shift Basil dessus, shift Pit ou shift Tinkerbell. D'ailleurs, un peu déçu. Ah si, c'est bon. Parce que j'avais vu une version où il n'y avait pas les Pit à 3. J'allais dire, c'est quand même dommage de jouer ça et pas les Pit à 3. Non, c'est bon. Il y a plein de bons shifts qui se curvent au tour 3, donc comme la Beast, ou bien au tour 4 comme Basil, Pit et Tinkerbell. Ça fait que votre morph, s'il n'est pas géré, il vous propose des lignes de play différentes en fonction de votre main ou en fonction du board ou du deck adverse. J'adore. Moi, je suis fan de morph et je suis déçu que ça n'a pas vraiment brillé jusque-là. Donc très content que ce morph fasse des petites choses ici. Ça pareil, des listes hyper sexy. Donc ce chapitre 8 qui apporte pas énormément de nouveautés,
il est quand même un peu stimulant. Hein. Moi, en tant que joueur régulier de l'Orcana, j'étais en train de me dire, bon, le chapitre 8, peut-être que vais le laisser, je vais le laisser dans un coin, je vais jouer un petit peu, créer un peu de contenu, puis on verra la rotation. Eh ben, il me pique au vif et il me donne envie de faire des petites games. Notamment cette version-là que j'ai très envie de tester. Vous allez dire, mais il dit ça à chaque decklist. Oui, oui, c'est ça quand on aime le jeu et quand on aime le carton. Un Louis aussi qui se perd un peu, pour parler des cartes du chapitre 8. Il arrive en jeu engagé, il est 4-3 pour 3, et l'or pour 1, il est ancrable. Quand on joue ce personnage, un personnage gagne Reckless, il ne peut pas quitter et doit challenger si possible. Donc c'est combattant obligatoire en gros. Bon, ce Louis, je le vois dans toutes les decklists. Ça doit répondre à quelque chose de précis, j'ai pas la réponse, je vous avoue. Bon, il est là. Il est là, il est là. On sait pas trop. Ça répond très bien en mirror, hein, puisque vous pouvez faire ça sur le Diablo adverse. Et du coup, comme Louis arrive engagé, bah, le Diablo, il va certainement devoir aller s'empaler là-dedans. Ça dépend ce qu'il y a en face, hein, mais en tout cas, il y a de grandes chances. En un seul exemplaire, je vois pas en quoi ça répond bien au metagame, puisqu'il y en a qu'un, mais bon. Soit, si vous avez la réponse en commentaire, je suis très curieux. Un chip aussi, il y en a quand je joue plus, là il y en a qu'un dans cette decklist, c'est une 3-2 pour 4, quand on joue ce personnage, chaque adversaire choisit et défausse une carte. C'est des meilleures stats, un peu plus agressives que d'autres cartes qui avaient déjà cet effet, pourquoi pas. Et du coup, le Beyond the Horizon, je vous en ai déjà parlé, qui est aussi une nouvelle carte chapitre 8, qui se greffe dans ce deck-là. La grosse nouveauté, c'est ça, hein, même si avec 2 exemplaires, ça permet de faire une belle curve avec Prince Jean et Muse, et autour de ça, le côté toolbox qui répond à la pléthore de decks, je vous en parlais au début, qui sont présents, c'est ma foi délicieux. Autre événement, le 4K Enchanted Showdown, 94 joueurs, 3 étoiles, qui avait lieu en Espagne cette fois-ci. On a un Blurple qui gagne, et encore une fois, un violet-vert qui se glisse dans ce petit top 2 ici. Le reste, on a beaucoup de Pop Cycle. Alors, on m'avait dit qu'en Espagne, c'était un deck qui était très populaire. Encore plus qu'en France, donc peut-être que ça explique autant de Pop Cycle dans ce top 8, il y en a 4. Après voilà, on me l'a dit une fois, j'ai pas vérifié la source. Source, TKT, je connais. Donc c'est un début d'explication, parce qu'honnêtement, c'est un peu un des seuls tournois où il y a autant de Pop Cycle en top 8, avec une version Shark, une version item. D'ailleurs, une des rares versions Shark qui a parfait était dans ce tournoi-là. Que peut-être qu'il s'attendait à une méta particulière, je ne sais pas. Je vous présente le Blurple qui a gagné, qui lui joue du coup 4 monstros. Et là, voilà, là, on est carré, là, ça me fait plaisir. 4 Kadek, vraiment, on est régalé. Version objet, encore une fois, donc Tamato, Abel et Popcycle. Ça me régale. Ça me régale. Les 4 monstros, ils me régalent là. Enfin, tout en x4, c'est cool, mais c'est la baleine, quoi. La baleine, elle arrive et juste elle tabasse le board et elle en a rien à foutre. Et quand vous tabassez le board avec monstro et qu'ensuite vous jouez une belle qui la soigne pour continuer à tabasser, ah, c'est terrible. C'est terrible pour votre adversaire, c'est encore pire qu'une masse. Prochain tournoi, on a le Inc. Invitational 10K Tournament, 128 joueurs sur le sol américain également. Là, très beau ce nom de deck, mine avec un petit rhino, vous comprenez évidemment ce qui se passe. On a Dwarf Mine qui se fait une place en top 1, et Violet-Vert, encore une fois en top 2. C'est fou. Ce deck-là qui est considéré comme un tier 2 sur ce site-là, pour moi c'est clairement un Contenders au tier 1,5, ça c'est sûr, voire même au tier 1. Je ne vous l'ai pas trop dit au début du méta, je voulais vous montrer un petit peu avec les résultats. Ça régale. Peut-être qu'il y a l'effet nouveauté, l'effet de surprise, et que je suis biaisé parce que j'adore Violet-Vert, vous le savez depuis le chapitre 1. Mais, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il se trame quelque chose dans l'ombre. Ensuite, on a un Mufasa qui s'est perdu en top 8 aussi. Je peux vous montrer la decklist, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti, mais pour les petits curieux joueurs de Mufasa, je suis fan du deck. Hein. Le jour où Mufasa est meilleur, je le joue avec un énorme plaisir. Mais malheureusement, un peu inconsistant, un peu roulette. Donc si tu as un truc nul au-dessus, bon bah, il se passe pas grand-chose. Ça, j'avais dit que dans un deck Mufasa, ça pouvait faire des trucs, ça me fait plaisir de le voir. Voilà. On a un seul exemplaire, mais pour 2, on draw 2 dans le deck, ça fait plaisir. Tissel Ambition, un petit peu greedy, mais je comprends, ça marche très bien dans le pack aussi. On aime. Ça, c'est le genre de deck que typiquement je prends un malin plaisir à jouer, mais qui me chie dans les bottes, et du coup, je le rejoue pas. Bref, dans ce même tournoi, du coup, le top 1, c'est Amber Steel Mine, qui joue 4 mines, et aussi des tours de réponse. Je l'ai vu des fois dans des decklists, par-ci par-là, dans les précédents chapitres. Je suis toujours pas convaincu, mais je comprends que contre certains decks, notamment les decks gris, c'est très fort. Le Rhino, du coup, qui est toujours là. Lady qui est également là avec les piglets. Hein, c'est un peu la nouvelle combo gagnante.
Grosso modo, c'est comme la version que je vous ai présentée au début, mais on a cuté par-ci par-là pour faire rentrer des mines et des tours de réponse. Et on a rentré des happy parce qu'on a des mines, donc c'est très bien. C'est kiff-kiff, honnêtement. Si vous jouez un Mirror, c'est mieux cette version-là parce que vous avez le même deck avec plus de gestion. Si vous jouez contre le reste du méta, je pense que l'autre version sans les mines est meilleure au global. Ça se joue à pas grand-chose, mais voilà, ça dépend ce que vous affrontez. Qui fait deuxième place également à ce tournoi, donc ce violet-vert. Je l'ai sorti parce que c'est le violet-vert que je qualifierais de tard l'époque. On joue pas les Diablos, les Wrangler verts, etc. On joue des bêtes, on joue agressif. On joue les Diablos à 1, mais on joue pas le Diablo Shift. On joue 2 Louis, encore une fois. Toujours pas d'idée de pourquoi ce Louis, mais pourquoi pas. On joue Lightiberius Rourke. On joue plus de cartes Boons. On joue les Gogo Tomago. On joue le Pégase à 1 sans le shifter. On joue donc 2 Kriki, je vous ai dit, tout le monde joue 2 Kriki. On joue les Ursula à 7 contre les decks chansons, pas forcément Mercy, des decks chansons au global. Ça marche contre beaucoup de decks. La nouveauté du chapitre 8 dans ce deck-là, donc hors le Louis, les Louis, c'est They Never Come Back. Excellente carte pour 3. 2 personnages ne se redressent pas au début de leur prochain tour, vous piochez une carte. Dans ce genre de deck-là, tempo, c'est vraiment très fort. Et les Mothers No Best, pareil, ça avait disparu. C'est là, c'est là, c'est vraiment comme à l'époque. Le gars, il s'est réveillé, il a rajouté 2 cartes du chapitre 8, sinon son deck, c'est un deck chapitre 5, et on y va, quoi. Et on y va, ça gagne. Ah non, il y a Gogo Tomago chapitre 6, je suis mauvaise langue. Ça gagne, ça fait deuxième, mais c'est déjà pas mal. Et on finit avec le Ludo Fest, 286 joueurs, donc le plus gros tournoi chapitre 8 à l'heure actuelle, donc ça nous donne quand même un aperçu un peu plus clair du metagame, en tout cas du metagame français. Et qu'est-ce qu'on a dans ce top 8 en finale? De violet vert, et oui, de violet vert par William Le Fur et Q, qui font plaisir, qui étaient teammates, il me semble, qui n'ont pas exactement la même decklist, mais je crois qu'ils étaient teammates. Donc GG à eux, ils ont roulé sur le tournoi. Quel plaisir de retrouver son teammate et de se serrer la pince en finale en mode bon bah, GG gros. Le reste du top 8, on a bleu-rouge en 3ème position, un blurple également, un gris-violet, un rouge-violet et un autre blurple. Vous voyez, encore 2 blurple. Et un petit Steel Song pour finir ce top 8, version Dwarf Mine, mais qui est assez proche, si je ne dis pas de bêtises, de ce que je vous ai présenté précédemment. Oui, voilà, juste qu'il y a des dingos et une petite Elga Sinclair, et il n'y a pas la tour de réponse. Bon, le deck est quand même très proche de ce que je vous ai présenté avant. Et pour finir, voici les 2 versions, du coup, celle qui a gagné et celle qui fait finale de ce Ludofest en vert violet. Le pack Diablo à fond, un peu moins de ce Diablo à 4, à ce Diablo à 2, pardon, donc on ne joue pas de 4 exemplaires, ça me fait plaisir. Je trouve que la carte est vraiment moelleuse, donc c'est cool. On cherche à acheter les Diablos, on joue 4 poules The Lover, seulement 2 Wrangler dans cette version-là. Des fois on en joue 3, des fois 4, celle-ci c'est la seule que j'ai vue en jouer 2. La petite chanson qui est un peu gratuite, ce qui me fait plaisir, It Calls Me, qui pioche une carte pour 1, ou qui se chante, et qui a un effet assez anecdotique pour le coup, de mélanger des cartes dans la défausse. Enfin en tout cas dans le metagame c'est anecdotique. Et pour la version de Q, on a un peu plus de Wrangler, toujours un Improvise, qui est une carte que je trouve pas excellente. Je préfère cette carte-là qui se chante, plutôt que cette carte-là qui peut avoir un effet, mais qui ne se chante pas, même si elle se remplace tout autant. Et on a 2 chips ici, contrairement à la version de William, qui n'en joue pas. Sinon, des versions relativement similaires, dirais-je. Et ça conclut cette vidéo sur le metagame. Donc vous l'avez vu, des petites cartes chapitre 8 par-ci par-là, des cartes chapitre 8 qui ont fait le plus boucher des decks, c'est les versions Amber Steel aggro avec, je crois que j'en ai une ici, ouais, avec Rhino notamment et Lady. Donc ça c'est le deck qui a le mieux mangé, je dirais, de ce chapitre-là. Violet vert, il a bien mangé aussi. Il prend quand même 2 très bonnes actions qui permettent d'avoir le même deck qu'avant, mais avec de meilleures actions. Donc de meilleures actions, soit discard, soit à jouer. Ça fait plaisir. Et également gagnant de... Il est où ? Voilà, également gagnant de ce chapitre 8, vert-gris, qui reprend du poil de la bête avec les versions Toolbox, et Beyond the Horizon, qui permet la curve Prince Jean Muse, qui est assez délirante en jouant plus d'actions et de chansons notamment qu'avant. Ou peut-être autant qu'avant, mais là, voir comme ça, là, autant de chansons, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Fin de cette vidéo. Comme d'hab, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour du gameplay, peut-être avec ce deck-là, peut-être avec un autre, peut-être avec tous les decks en même temps. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.